Alors dans cette vidéo, on va attaquer un nouveau chapitre et pas des moindres puisqu'on va parler de la loi normale. La loi normale, c'est une autre loi à densité, une autre loi continue qui, à mon avis, est la loi la plus importante en probabilité statistique. Elle apparaît absolument de partout. La loi normale, en fait, on la qualifie souvent de la loi des événements moyens. Par exemple, si je regarde l'heure du passage du bus en bas de chez moi. Bon, si un jour on reprend le bus. Imaginons que mon bus passe à, mettons, je ne sais pas, ils doivent passer à 7h10. Si je regarde l'horaire sur un grand nombre de jours, à quelle heure passe le bus, eh bien, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que la plupart du temps, il va passer autour de 7h10. Ce ne sera jamais pile 7h10, mais ce sera pas très très loin. Et puis, des fois, il y aura des cas exceptionnels où peut-être il passera particulièrement tôt. Où il passera particulièrement tôt parce que ça roulait bien, parce que le chauffeur était en forme, ou je ne sais quoi. Et puis, des fois, ce sera plus rare, où il passera particulièrement tard, parce qu'il y aura eu des bouchons, un accident, de la neige, je ne sais quoi. Et dans ce genre de phénomène, dans ce genre de distribution, eh bien, on voit beaucoup de valeurs ici autour de 7h10, beaucoup de valeurs moyennes et peu de valeurs extrêmement élevées ou extrêmement faibles. En fait, ça vient du fait que si je m'intéresse à l'heure de passage de mon bus, il y a plein de facteurs qui vont entrer en jeu. Il y a l'heure à laquelle le chauffeur est parti du dépôt, il y aura est-ce que le feu qui était juste au-dessus, il était vert ou rouge au moment où il est passé, est-ce qu'il y a plu ou est-ce que la route était sèche. Vous allez avoir tout un tas comme ça de paramètres, de facteurs qui vont déterminer l'heure d'arrivée du bus en bas de chez moi. Ce qui se passe, c'est que tous ces facteurs, ils vont globalement avoir tendance à se compenser. Par exemple, il y a des fois, il va pleuvoir, donc le bus aura tendance à prendre un peu de retard. Oui, mais à côté de ça, le feu était vert, donc quelque part, ça va s'équilibrer. Et tous ces facteurs comme ça, qui sont tous incontrôlables, indépendants les uns les autres, certains vont pousser vers le haut, certains vont pousser vers le bas, et globalement, eh bien, ça va s'équilibrer. Voilà pourquoi la plupart du temps, on va tourner autour d'une certaine valeur. Et puis, il y aura des cas plus rares où, pas de chance, tous ces facteurs-là vont avoir tendance à pousser vers le haut, ou bien tous ces facteurs-là vont avoir tendance à pousser vers le bas. Par exemple, je ne sais pas, moi, un jour donné, il pleut, le feu est rouge, ça bouchonnait au rond-point, etc., etc. Voilà la loi normale, ce qu'elle permet de modéliser. Alors, rentrons un petit peu plus maintenant dans le détail. Et on va commencer par étudier un cas particulier qu'on appelle la loi normale centrée réduite. Alors, la loi normale centrée réduite, autrement appelée aussi la loi normale standard, alors elle va fonctionner de la façon suivante. Déjà, comment est-ce qu'on la note? Eh bien, on va la noter n comme loi normale, et puis on verra dans la suite que la loi normale admet deux paramètres. Pour la loi normale centrée réduite, ces paramètres, c'est 0 et 1. Je vous expliquerai dans quelques temps pourquoi. Et puis, une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite, eh bien, on la notera toujours avec la lettre Z. Z suit la loi normale centrée réduite. Alors, comment est-ce qu'on définit une loi à densité? La première chose, c'est de définir sa fonction de densité. La fonction de densité de la loi normale centrée réduite, c'est f de t égale 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins t carré sur 2. Fonction qui n'est pas extrêmement sympathique. Déjà, on a cette constante 1 sur racine de 2pi. On se demande ce qu'elle vient faire là. Bon, on va voir qu'il y a une raison. Soit, on pense comme ça, il y a cette constante 1 sur racine de 2pi.
Mais surtout, là où on va avoir un problème, pardon, j'ai oublié de dire, elle est définie sur R tout entier. Pardon, j'ai oublié l'ensemble de la définition, ne m'écoute pas. Mais surtout, quand on va vouloir calculer des probabilités, on a vu dans le chapitre sur les lois continues que pour calculer une probabilité, il fallait faire un calcul d'intégrale. Autrement dit, il va falloir intégrer cette fonction-là sur un certain intervalle. Le problème, c'est que ici, on a exponentielle de moins t au carré. Et là, on n'a pas le facteur t. Autrement dit, on ne va pas pouvoir faire une primitive du type u' exponentielle u. D'accord? J'espère que ça c'est clair, que pour trouver une primitive de cette fonction-là, cette fonction, on sait qu'elle admet des primitives sur R, parce qu'elle est continue sur R. On a vu que toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives. Elle admet des primitives. Très bien. Le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen algébrique à notre disposition pour les déterminer. Il faudrait ici qu'on ait un t pour faire apparaître u' exponentielle u. Il n'empêche qu'on va voir comment on peut quand même travailler avec. Alors, regardons graphiquement déjà comment elle se représente, cette fonction de densité. Alors, la première chose à remarquer, c'est que si vous remplacez t par moins t, ici, comme vous avez t carré, ça ne va rien changer. Cette fonction-là, elle est paire. Autrement dit, sa courbe va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Voilà une propriété qui va être absolument fondamentale dans la suite. Et puis, on pourrait calculer ces variations, ces limites. Ça, je vous laisse le faire en exercice. Vous avez le temps, donc essayez de le faire. Vous calculez donc ces limites en plus l'infini et éventuellement moins l'infini, mais avec la parité, si on en a une, on a l'autre par symétrie. On peut calculer ces variations. C'est assez simple, on calcule sa dérivée, le signe de la dérivée. Bref, je vous laisse le faire à titre d'exercice, étudier cette fonction-là, étudier les variations de cette fonction sur R. Et si on fait cette étude-là, eh bien voilà ce qu'on obtient. On obtient une courbe qui a globalement cette forme-là. On parlera d'une courbe en cloche ou encore d'une courbe de Gauss, une gaussienne. Alors, cette courbe-là, elle a des propriétés sympathique. La première qu'on a déjà vue, c'est qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Ça, c'est absolument fondamental dans ce qu'on va faire après. La deuxième chose, c'est que comme c'est une fonction de densité, elle a une autre propriété, c'est que l'aire totale entre la courbe et l'axe des abscisses sur l'intervalle R tout entier, cette aire totale, elle est évidemment égale à 1. Ça explique pourquoi est-ce qu'on a cette constante, 1 sur racine de 2pi. C'est pour que justement l'aire totale soit égale à 1. En fait, si vous calculez l'intégrale sur R tout entier de exponentielle de moins t carré sur 2, eh bien ça fait exactement racine de 2pi. Donc si on veut avoir une aire totale égale à 1, eh bien on a ce coefficient. Donc, cette fonction de densité de la loi normale centrée réduite, deux propriétés. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, propriété numéro 1. Propriété numéro 2, l'aire totale entre la courbe et l'axe des abscisses vaut 1. Et on appelle ça une courbe en cloche. La bonne nouvelle, c'est qu'on va voir dans la suite que cette fonction de densité qui est un petit peu compliquée, elle n'est pas à connaître. Tout ce qui va nous intéresser pour elle, c'est sa courbe. En fait, à part pour l'étudier et tracer cette courbe, et étudier des propriétés de cette courbe, comme le fait qu'elle est symétrique, on n'aura jamais à la réutiliser. Donc ne vous encombrez pas l'esprit avec ça, c'est pas la peine. Bien, et bien dans la suite, on va voir comment on fait pour calculer des probabilités avec la loi normale centrée réduite.